Smart Bourse vous est présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le chiffre du jour, le rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de mars, avec des chiffres qui sont ressortis en ligne avec les attentes des économistes. On note un ralentissement de la hausse des prix qui se poursuit de manière assez significative pour l'inflation globale sous le coup de la baisse toujours des prix de l'énergie, une baisse à 2 chiffres sur un an qui ramène l'inflation globale à 5% sur un an aux États-Unis contre 6% le mois précédent sur les 12 derniers mois. La modération est peut-être un peu moins visible pour l'inflation sous-jacente, pour la partie des services notamment, pour la partie cœur des services, même si on peut noter quelques signaux encourageants de ce point de vue-là, avec en séquentiel quand même une inflation des services, une inflation dans l'immobilier également qui progresse un peu moins vite peut-être que les mois précédents, ce qui laisse entendre peut-être que là aussi, sur la partie services, cœur et sur la partie immobilière, un pic est peut-être en train d'être atteint aux États-Unis. Le marché a digéré cette annonce avec un effet plutôt positif sur les marchés actions, quand bien même l'effet positif sur les actions aura peut-être été de courte durée, puisqu'on a vu le CAC 40 franchir allègrement le seuil des 7400 points à plus de 7460 points au plus haut du jour en séance. Nouveau record historique évidemment pour le CAC 40 hors dividende, mais on voit déjà que le mouvement s'épuise un petit peu en fin de journée et il n'est pas acquis que le CAC 40 puisse clôturer au-delà des 7400 points ce soir. Vous aurez les détails de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen, le sujet de l'inflation, la question des marges des entreprises également. Ce seront les sujets dont nous parlerons avec nos invités de Planète Marché dans un instant, alors que la séquence micro va commencer à prendre la relève d'une certaine manière. Nous aurons les ventes trimestrielles de LVMH ce soir après la clôture des marchés européens. Hermès publiera également vendredi, et puis vendredi sera une journée marquée par les premiers résultats des grandes banques américaines, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, mais également des banques de plus petite taille, les banques régionales que les investisseurs vont suivre de près évidemment, et vendredi nous aurons notamment les résultats de First Republic, une des banques régionales qui attire l'attention aujourd'hui aux États-Unis. Voilà donc pour les sujets du jour. Dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur l'enjeu stratégique des données ESG, l'or vert des gestionnaires d'actifs, et c'est le président du directoire d'Arkea IS, François Deltour, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour en parler. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché, le résumé de la séance du jour avec vous, Alix Nguyen, et on notera un peu d'épuisement pour les indices européens en cette fin de journée avec un net ralentissement de la hausse pour le CAC 40. Et oui, l'indice avait commencé la séance sur ses plus hauts, il apparaît désormais plus hésitant, et ce depuis la publication par le Bureau américain des statistiques du travail des derniers chiffres de l'inflation de mars aux États-Unis, et plus précisément d'une hausse moins forte que prévu. Mais si la hausse des prix continue à ralentir, l'inflation hors alimentation et énergie, elle, résiste. Plus exactement, en mars, l'inflation a diminué à 5% sur un an contre 6% en février. Un ralentissement qu'on explique très largement par la baisse des coûts énergétiques. On remarque aussi que les prix alimentaires sont restés stables, ce qui explique la raison pour laquelle l'inflation de base n'a augmenté que de 0,1% d'un mois à l'autre. S'agissant de l'inflation sous-jacente, elle s'est maintenue à 5,6% sur un an contre 5,5% en février. Par rapport à février, elle a comme attendu grimpé de 0,4%. Les prix énergétiques se sont en effet répercutés sur un ensemble de biens et services. C'est dans ce contexte que seront publiées ce soir les minutes de la dernière réunion du FOMC. Parmi les mouvements de marché spécifiques sur le marché parisien notamment, Alix, on retiendra aujourd'hui la baisse marquée du titre L'Oréal.
Oui, suite à l'abaissement par Deutsche Bank de sa recommandation, une décision prise après, je cite, sa récente surperformance et en l'absence de catalyseur attendu à court terme. On relève aussi que Score bondit après avoir relevé ses objectifs financiers grâce à de nouvelles normes comptables. Plus exactement, l'application de la norme IFRS 17 permet aux réassureurs de relever son objectif de rendement des capitaux propres. Score entend mettre l'accent sur la notion de valeur économique. Unibail-Rodamco-Westfield est en nette hausse à l'image du stock 600 de l'immobilier. A contrario, Air France-KLM chute. Le stock 600 des voyages loisirs connaît de son côté la plus forte baisse sectorielle. Ce soir, LVMH ouvrira le bal des résultats du premier trimestre des groupes de luxe. À noter que pour l'heure, son titre est en légère baisse. Et puis, sur le plan des indicateurs, demain seront publiés les chiffres concernant la production aux États-Unis et l'inflation définitive de mars sera également présentée en Allemagne. Tendance, mon ami, chaque jour les infos clés de marché à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez est avec nous en plateau, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Adrien Dumas d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Adrien. Vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion et Pierre-Olivier Beffy nous accompagne également. Bonsoir Pierre-Olivier. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste et gérant chez Boussard et Gavaudan. L'inflation américaine avec le rapport mensuel pour le mois de mars qui a été présenté aux investisseurs en début d'après-midi. Pierre-Olivier, première remarque, si je me réfère aux données d'emploi qu'on a eues pour le mois de mars également vendredi dernier aux États-Unis, plus le rapport mensuel sur l'inflation publié aujourd'hui, on peut dire que jusqu'en mars, le phénomène désinflationniste aux États-Unis a pu se poursuivre sans retournement économique majeur. Oui, tout à fait. Et puis, a priori, ça va continuer à peu près jusqu'en juin. On a les effets de base qui sont plutôt négatifs jusqu'en juin. Après, l'histoire va devenir un peu plus compliquée parce que l'inflation sous-jacente n'a pas forcément reflué. Enfin, on est toujours sur le rythme finalement mensuel plutôt autour de 0,4%. Sur l'annualisé, on est encore un peu au-dessus de 4%. Voilà, donc il va falloir savoir un peu ce qui se passe au-delà. Donc, je pense que les marchés vont très vite se projeter. Au-delà de la Fed au mois de mai, je pense que les marchés vont très vite se projeter à l'été pour avoir un scénario plus clair entre une économie peut-être qui ralentit un peu plus, notamment sur le marché du travail, ou pas. Et donc, je pense que ça sera vraiment la question qui suivra. Une question qu'on ne peut pas trancher encore à ce stade ? Non, mais enfin, est-ce qu'on a quand même des prémices, des signaux d'affaiblissement dans le marché du travail, dans la consommation américaine, peut-être, qui pourraient présager d'un affaiblissement économique futur qui entretiendrait encore un peu plus le phénomène désinflationniste ? Est-ce que c'est l'idée majeure ou est-ce qu'il y a des scénarios alternatifs ? Alors, moi, je pense qu'il y a deux éléments, à mon avis, pour juger des risques autour de l'été, notamment autour d'un ralentissement plus marqué de l'économie américaine. Et pour le coup, dans une économie où la Banque centrale a plutôt fait le travail, puisque là, on commence à avoir des taux réels positifs, même sur la partie longue, pour la première fois. Donc ça, c'est plutôt... on sait qu'on est en territoire restrictif maintenant. Le deuxième aspect, c'est évidemment, on a encore du mal à jauger ce qui va se passer sur le crédit bancaire. Quand on regarde les conditions financières aux États-Unis, une grande partie de l'assouplissement des conditions financières dans la dernière année sont dues aux conditions de prêts bancaires. Bon, il y a de fortes chances que ça se tende. C'est pour ça aussi que les résultats des entreprises bancaires ne sont pas très intéressants en soi, mais par contre, les commentaires qui vont être faits sur les dépôts, on sait qu'il y a aussi des sorties de dépôts des banques, des grandes banques américaines, les gestions de bilan, même si elles sont beaucoup mieux régulées, comment ça se passe entre l'actif et le passif, avec les mismatchs de maturité. Donc tout ça, c'est des questions importantes, parce que si le crédit est resserré un peu plus brutalement que ce qu'on attend, et bien là, ça peut être un premier point qui peut être dommageable pour l'économie américaine. Et ça, je pense que c'est très difficile encore de le juger complètement. Et après, le deuxième aspect, il est plus sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que pour différencier les scénarios, je dirais, d'atterrissage en douceur, pardon. Ou en douleur. Voilà, ou l'atterrissage douloureux, voilà. Ouais. Pour moi, c'est vraiment à quel point le marché du travail résiste. Ouais. Donc, et là, je pense que le seul véritable indicateur qui a du sens et qui est pertinent pour les marchés, c'est les claims aux États-Unis.
Les inscriptions hebdomadaires au chômage. Tout à fait. Le reste, c'est pas très intéressant. Il y a une tendance qui se dessine de ce point de vue-là. Je pense que si on reste justement... On reste sous les 200 000 en général. Alors, on a commencé à franchir. Ça y est, on passe au-dessus. Et là, on est passé au-dessus de 200 000 là, sur les 2 derniers chiffres. Moi, je pense que si on reste sur des chiffres autour de 250, voire et qu'on commence à pousser un poil plus dans les prochaines semaines, là, il faut un peu s'inquiéter. Je pense que le marché va être un peu plus inquiet du marché du travail. C'est un bon indicateur, ces inscriptions hebdomadaires au chômage? Ça a des bonnes corrélations avec ce qu'on peut observer par la suite? C'est un très bon indicateur qui anticipe les montées du chômage et les grands resserrements du marché du travail. Par exemple, prenez les non-farm payroll. Même en pleine récession, parfois, ils sont fantastiques, ils sont élevés. Et puis, en fait, on les révise 2 ans plus tard, on s'aperçoit que c'était la cata. Donc, voilà. Et puis, tout est troublé. Il y a beaucoup de statistiques, même les claims, mais là, c'est moins le cas maintenant puisque ça a été révisé. Mais il y a beaucoup de statistiques américaines qui ont été aussi très biaisées par le Covid. Donc, puisqu'en mars de 2020, on a eu... Bien sûr. Et ils sont sur leur méthode, c'est un peu technique, mais sur leur méthode de saisonnalité, ils sont pas très très fins et ils ont pris cette période-là. Donc, il y a énormément de distorsions sur pas mal de données d'emploi. Donc, il faut être assez méfiant. Donc, je pense que les claims, c'est vraiment, à mon avis, l'indicateur à suivre. Oui, l'indicateur à suivre. Très intéressant. Michel, sur ce phénomène désinflationniste, alors qu'on observe et qu'on constate là aux États-Unis avec le rapport de l'inflation, pour l'instant, ça se fait sans grande douleur. En tout cas, jusqu'au mois de mars, ça s'est fait sans douleur. Oui, il n'y a pas de... Il y a de la déjà, on pourrait se poser la question pourquoi la désinflation devrait entraîner des conséquences négatives. Ce qui entraîne des conséquences négatives, c'est le durcissement de politique monétaire, le durcissement des conditions de crédit. Comme l'a rappelé Pierre-Olivier, il y a beaucoup d'incertitudes. On sait mesurer un peu l'intensité, l'impact sur l'économie de la relevée des taux, et puis tous les indicateurs financiers. Et on sait que ça prend du temps, c'est pas immédiat. Mais durcissement des conditions de crédit elles-mêmes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça coûte quelques dixièmes de points de PIB environ en général, mais on ne sait pas si c'est plus proche de 0 ou plus proche de 0,5 points de PIB. Donc, il y a une vraie incertitude là-dessus. Effectivement, les prochains résultats des entreprises, des banques américaines vont être intéressants pour savoir ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent. Après, si on revient à la dynamique de l'inflation et à la Fed, donc il est quasiment acquis que la Fed va remonter de 25 points de base en mai, après le rapport sur l'emploi de la semaine passée et les chiffres d'inflation aujourd'hui. Le marché continue de penser que la Fed va baisser ses taux très rapidement après l'été. Nous, ça nous paraît prématuré parce que c'est une sorte de... derrière ça, il y a l'idée effectivement d'une récession de l'économie américaine assez rapide. Nous, on pense qu'elle arrivera, comme toujours, mais plutôt en 2024. Et il y a aussi l'idée que la désinflation de l'inflation sous-jacente va revenir rapidement autour de 3, quelque chose comme ça, d'ici la fin de l'année. Et ça, alors c'est possible, mais derrière ça, il y a l'anticipation que la composante loyer et puis les services hors loyer ralentissent. Alors c'est vrai que le chiffre d'aujourd'hui pointe dans la bonne direction, mais est-ce qu'on va avoir de telles séries quasiment tout le temps ? Donc en fait, des hausses de l'ordre de 0,3%. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'écart par rapport à ce qu'on observe sur la tendance en séquentiel, du dernier mois. On peut en débattre, quoi. C'est pas, mais ça semble être le consensus de la plupart des économistes sur les États-Unis, au propos de l'inflation et celui du marché. Et sur l'emploi. Pourquoi disons qu'il faut avoir en tête qu'il y a beaucoup tous les services qui étaient très, très touchés par la pandémie sont encore très loin d'avoir retrouvé le niveau d'emploi du début 2020. Nous, on estime qu'il y a encore environ 1 million d'emplois à créer pour retrouver juste le niveau antérieur. Et si c'est tel est le cas, si effectivement il y a une demande en face de ces services qui continuent, eh bien, on va avoir des créations d'emplois même ordre de grandeur de 100 000 pendant de nombreux mois. Et nous, on anticipe le taux de chômage, une remontée du taux de chômage qu'à la fin de l'année. Le taux de chômage resterait au niveau qu'il est aujourd'hui, donc autour de 3,5, 3,6. Jusqu'à fin 2023. Alors, si tel est le cas,
évidemment, si on a raison, nous, sur ces deux, le fait que l'inflation sous-jacente baisse moins rapidement et si que ce que le marché anticipe, et puis si le marché du travail résiste... pas de raison pour la Fed de baisser ses taux. De baisser ses taux en 2023. Comment la situation se translate ou se traduit en Europe Michel, c'est une histoire de décalage ou c'est une histoire qui est vraiment différente? Moi, je pense que l'histoire est différente. Déjà, si on part de l'inflation, il y a une composante commune, c'est la désinflation qui vient de l'énergie. Après, il y a quand même des différences. Une grosse différence, c'est l'inflation alimentaire. Qui ne reflue pas, elle est quasiment nulle aux États-Unis. Là, on voit des prix qui baissent sur l'alimentaire, le prix du beurre, le prix des œufs, ça y est, ça commence à baisser. Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. On n'a pas fini la hausse des prix, la hausse des prix. Il y a peut-être une désinflation, la hausse sera peut-être moins importante en glissement annuel, mais les prix vont continuer de progresser, les prix alimentaires. Et puis après, il y a aussi une grosse différence, c'est l'inflation des prix des biens. Elle est aux États-Unis, ils ont retrouvé la tendance des prix des biens pré-pandémique, alors qu'en Europe, on n'a pas passé le pic encore. Les prix des biens à consommation. Et donc, si on regarde ça, si on a une sorte de courbe en cloche, on essaye de le reproduire, on a quasiment 1 an de retard. Et par rapport aux États-Unis, donc ça suggère que une résistance de l'inflation sous-jacente beaucoup plus longue, quasiment 1 an, par rapport à ce qu'on va observer aux États-Unis. Et rien que ça suggère que la PCE, elle devra continuer à remonter. Et puis c'est vrai que les niveaux des taux d'intérêt ne sont pas du tout les mêmes. On est à 5 aux États-Unis, on va peut-être monter à 5 et des poussières, et on est qu'à 3. Donc on n'est pas en territoire restrictif, probablement, en zone euro. Après, on n'est pas obligé d'aller au même niveau que la Fed, quand même. Non, on n'est pas obligé, mais 200 points de base, c'est beaucoup. C'est un écart. C'est probablement plus. On voit l'eurodoll à 1,10 d'ailleurs, là, aujourd'hui, après... Non, il ne faut peut-être pas clore... Oui, refermer complètement l'écart, j'entends. C'est des écarts, mais 200 points de base, c'est beaucoup. Adrien, pour compléter, Pierre-Olivier. Juste une petite remarque. Moi, j'en vois deux. Le premier, c'est que je pense aussi que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, et je pense aussi qu'il y a une grosse différence, c'est le stimulus budgétaire. Non, mais en Europe, on n'a toujours pas compris que les taux montent et qu'à un moment, il va falloir un peu se serrer la ceinture. Donc là, on est en plein stimulus budgétaire. En fait, on a des déficits de crise en Europe. Donc ça nourrit l'inflation inévitablement. Et ça rend du coup le travail de la Banque Centrale Européenne un peu plus compliqué. Voilà. Donc je pense que ça, c'est un facteur quand même qu'il faut avoir en tête. Et la hausse de taux n'est pas suffisamment incitative pour ramener les dirigeants politiques budgétaires à une forme d'orthodoxie? Non, mais c'est pas suffisant encore? Non, parce que les taux réels sont ultra négatifs en Europe, même là, sur la partie à 10 ans, alors que les États-Unis sont passés en positif. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le jeu de l'État, c'est quoi? C'est de recevoir des revenus fiscaux qui sont toujours mieux prévus parce qu'il y a beaucoup d'inflation. Ils ont des charges d'intérêt qui commencent à monter. Bon, ça monte graduellement, on renouvelle la dette aussi petit à petit. Donc tout ça prend quand même du temps. Et donc pour l'instant, le paradoxe, c'est que les déficits sont les un peu meilleurs fiscales sont au rendez-vous. Oui, voilà. Et bon, ils sont obligés d'en rétrocéder un peu parce que bon, évidemment, en dessous, qu'est-ce qui se fait taxer? Ce sont les ménages. Voilà. Donc et juste un petit point. Il ne faut pas oublier qu'avant 2009, par exemple, vous prenez les taux français, c'était au-dessus des taux américains, quand on y est de 10 ans. Donc, en fait, on part aussi d'un point de départ où on disait l'Europe, c'était le Japon, il n'y aura jamais d'inflation, jamais de croissance. Bon, l'inflation, on en a vu quand même là. Donc, moi, je pense aussi que ce resserrement des spreads, notamment sur la partie longue, peut aller beaucoup plus loin que ce que les gens ont en tête. Imagine. Michel. Juste un mot sur l'inflation et l'impact sur les finances publiques. L'inflation, elle est bonne pour les finances publiques à court terme, mais il y a une sorte de courbe en J, surtout, ça dépend de la nature du choc, mais dans ce cas-là, il y a une sorte de courbe en J, et ce qui fait que, mais à long terme, effectivement, la charge d'intérêt va manger tout ça. Sûr. Mais cette montée de la charge d'intérêt, elle est assez longue. Il faut 7-8 ans, la maturité de la dette, c'est 7-8 ans, avant qu'il y ait un passage total de la hausse des taux au coût du service de la dette. Donc là, aujourd'hui, on a tous les effets positifs, ce qui a été rappelé par Pierre-Olivier, plus effectivement la charge de la dette qui monte très doucement. Mais à partir de 2024, on va commencer... voir les effets négatifs quand même plutôt du 2025, service de la dette. Voilà, plutôt 2025, on va voir les effets négatifs du service de la dette sur la dette publique. Adrien.
En tant qu'investisseur action, là, comment vous regardez cette histoire désinflationniste, sachant que la montée de l'inflation, et on l'observe a posteriori, a été très bonne pour les marges des entreprises. On entre dans la période de publication de résultats. Est-ce qu'on arrive à un moment où le phénomène désinflationniste va commencer à se retrouver d'une manière ou d'une autre dans les marges des entreprises qui étaient jusqu'à encore quelques mois à des niveaux historiques en Europe et aux États-Unis? C'est quand la mer se retire qu'on voit qu'il est nu, c'est ça que tu dis? C'est un peu l'idée. Oui, c'est un peu l'idée. Ça a été assez facile. Effectivement, on a été surpris quasiment dans tout courant de l'année 2022 par la capacité d'entreprise à bien répercuter la hausse des coûts, parce que c'était évident, parce que c'était généralisé, que toutes les chaînes de valeur finalement ont répercuté assez facilement. Oui, on rentre dans une période un peu plus compliquée où il y a eu des effets d'aubaine pour certains, c'est-à-dire qu'on consommait encore des matières premières qu'on avait achetées pas cher et on commençait à bénéficier de hausses de prix. Le trimestre qui vient de s'écouler, dont on va voir les résultats effectivement dans les 3 prochaines semaines et le prochain trimestre, seront certainement effectivement révélateurs des industries où il y a vraiment du pricing power et où on a pu conserver une partie de cette marge, et d'autres où ça sera effectivement plus compliqué. Il y a aussi des entreprises et des secteurs dans lesquels on voit une montée de l'intensité concurrentielle qui fait que cette inflation est aussi une aubaine pour gagner des parts de marché ou se battre en termes de compétitivité. Exemple, les baisses de prix de Tesla. C'est ce que je veux dire. C'est l'exemple 4 fois depuis le début de l'année, c'est ça? Flagrant d'une entreprise qui fait 18% de marge, là où la majorité de ses concurrents sont à peine rentables, voire en négatif, et où la nécessité de gagner des parts de marché, là, maintenant, est assez évidente. Ça, c'est le signe qu'il y a une vraie intensité concurrentielle aujourd'hui dans l'automobile électrique, en tout cas. Oui, mais le secteur automobile a toujours été assez intense d'un point de vue compétitif, et la montée électrique, effectivement, est un bon exemple à l'instant T. Donc oui, il y a des industries où on sent bien que, comme la demande ralentit, les jeux concurrentiels sont importants et que les gains de part de marché à prendre sont dans une stratégie effectivement de baisse de prix qui sont importantes. Et c'est alimenté par une désinflation, parce que quand Tesla fait ça, il le fait aussi parce qu'il sait que le prix du lithium baisse, que le prix des batteries commence à baisser et qu'il va aller à terme s'y retrouver un petit peu en termes de rentabilité. Donc oui, on ouvre, je trouve, une période là, T1, T2, qui est un peu plus compliquée en termes de prévision sur les marges, là où le deuxième semestre devait bénéficier de bases de comparaison sur la demande qui sera un peu plus facile, parce qu'en Europe, on avait déjà un peu les effets quand même du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et une désinflation qui sera plus généralisée, donc on trouvera peut-être des choses un peu plus normalisées. Là, c'est un peu plus compliqué de se prononcer sur la tenue des marges T1, T2. Dans quel type de secteur ou d'industrie est-ce que vous estimez que les marges sont peut-être les plus fragiles aujourd'hui, qui sont les passagers clandestins, entre guillemets, du pricing power? Je veux pas mettre de... Ouais. Traditionnellement, là où il y a effectivement plus de compétitivité, et de concurrence, où on ne l'a pas vu, donc l'automobile peut-être un peu, la construction qui a beaucoup bénéficié, et où on sait que le résidentiel aux États-Unis commence un petit peu à donner des signes de faiblesse. Là, il y a eu beaucoup d'inflation qui a été répercutée. Si la demande n'est plus là, oui, c'est évident que le retour de la compétition va fragiliser un peu les marges. Donc, il y a quelques secteurs cycliques qui traditionnellement sont assez peu disciplinés, ou peut-être qu'on va avoir un peu de déception sur les marges. Et dans quel type de secteur est-ce qu'on peut imaginer une moindre réactivité peut-être des entreprises qui constatent et qui observent une baisse de leur prix d'entrant déjà massive, tout ce qui est structurellement porté par les stimuli, donc aux États-Unis, tout ce qui est autour de l'efficience du bâtiment, tout ce qui est autour de l'Inflation Reduction Act reste assez dynamique, tout ce qui est autour de la consommation chinoise, parce que l'économie chinoise est en vraie réouverture, qu'on a 3 500 milliards d'épargne qui n'ont pas été dépensés depuis 3 ans et que tout va plutôt bien. Je pense que les chiffres de l'LVMH ce soir seront encore tirés en grande partie par les volumes, mais aussi encore par les prix, parce qu'il y a de l'effet embarqué que l'industrie du luxe a passé encore des hausses de prix très importantes en début d'année, qui sont, à mon avis, pas tout à fait justifiées par les prix des intrants. Donc oui, il y a des vraies dichotomies entre secteurs. Et donc là, on rentre dans une phase où on va faire le tri. Les choses vont être un peu plus claires. J'ai souvent, ces 3 dernières années, je trouve qu'on a eu des marchés actions qui ont été très sectorisés, très sector picking. On a eu une année 2020-2021 très tirée par tout ce qui a bénéficié du Covid. On a vécu 2021-2022 par tout ce qui était très porté par la reflation, la hausse des taux. On a vu les bancaires, les matériaux, l'énergie extrêmement performer. Cette année, ça va être, à mon avis, une année un peu plus de stock picking. En tout cas, je l'espère, moi qui en suis un. Mais bien sûr. Ça va permettre de faire la différence entre les industriels qui ont des belles parts de marché, qui sont capables d'assumer ce pricing power, et ceux qui ont plus de difficultés dans une période un peu plus compliquée. La spirale prix-profit, on en parle avec vous depuis un moment, Michel. C'est un phénomène qui a vocation à s'épuiser mécaniquement, le jeu de l'offre et la demande, avec un niveau de concurrence, on va dire, correct.
en Europe, peut-être, c'est quand même un mantra de l'Europe, le jeu de la concurrence. Est-ce que ça suffit à imaginer que ce phénomène s'épuise devant nous assez rapidement, ou est-ce qu'il y a des raisons de penser qu'il peut y avoir des résistances fortes chez certains, dans certains secteurs, certaines industries, à baisser ou modérer peut-être la hausse des prix? Alors, je commencerai d'abord par une petite explication sur les prix du PIB. En zone euro, il y a plus de la moitié, presque 60% de l'inflation du prix du PIB, la valeur ajoutée, donc qui est assez corrélée avec l'inflation domestique. C'est pas les prix, c'est pas les dépenses l'indice des prix des dépenses de consommation là dont vous parlez, Michel. C'est ça. Je parle de prix du PIB, mais c'est très corrélé avec l'indice des prix à la consommation domestique sous-jacente. Et il y a plus de la moitié, presque 60%, qui vient de la hausse des marges des entreprises. En Europe. En Europe. Et c'est pas qu'un seul secteur. Hein. C'est pas que le secteur de l'énergie. C'est quasiment dans tous les secteurs qu'on le voit, y compris dans l'automobile. Donc, en tout cas, jusqu'à fin d'année 2022. Et alors, on est sur des niveaux extraordinaires de contribution à la hausse des prix, de la valeur ajoutée. Est-ce que ça va baisser? Oui. Ces marges vont baisser, il y a tous les chocs, il y a les effets induits, bien sûr, du durcissement monétaire, mais le choc principal, c'est la hausse des salaires, le pouvoir de négociation des salariés qui augmente. Est-ce que ça va baisser dans des proportions telles qu'on va avoir un fort ralentissement de l'inflation sous-jacente? Là, et donc une forte baisse du pricing power des entreprises. Moi, pour 2023, j'ai des doutes, beaucoup de doutes, parce que ça a été évoqué tout à l'heure par Pierre-Olivier. Du côté de la demande, si on regarde le consommateur, je pense que la demande, elle va réaccélérer cette année. Ben oui, parce qu'on a du soutien budgétaire qui est inchangé par rapport à 2022. Et on va avoir cette année des salaires réels individuels qui vont être positifs. On va avoir normalement, en fin d'année, des salaires qui vont augmenter plus vite que l'inflation. Et alors, c'est encore plus vrai en momentum, quand on regarde en séquence, en trimestre à trimestre. Donc, le pouvoir d'achat va augmenter. Il n'a pas augmenté, il a plutôt baissé légèrement l'an dernier. Donc, je ne vois pas pourquoi la demande devrait baisser. Et le constat qu'on fait, nous, c'est que le pricing power des entreprises, il dépend essentiellement de cet écart entre offre et demande. Et avec l'IGE, la demande en zone euro, depuis la pandémie, elle est supérieure à l'offre. Ouais. Et donc, donc, les perspectives qu'on fait, c'est que la demande ne va pas baisser, elle va plutôt légèrement monter, et l'offre augmenter. Mais est-ce que l'écart entre les deux, est-ce que l'offre va augmenter, se normaliser suffisamment pour clore l'écart entre demande et offre? Vous n'y croyez pas? En tout cas, c'est incroyable parce que pas cette année. La description... Et donc le pricing power des entreprises devrait rester élevé en 2023. Ouais. Après, il y a un moment, ça va se résorber. J'entends, ça n'a qu'un temps, voilà. Mais c'est un temps qui peut encore durer. C'est incroyable parce que ce que vous décrivez là, des mécanismes économiques constatés, c'est complètement en opposition à la perception que les gens ont de la situation. C'est ça qui me frappe quand même. Non, mais vous retiendrez que ça n'appelle pas de commentaire particulier, mais pas mal de temps. Je sais, mais discutons avec des sondeurs, etc. Ça se retrouve pas du tout dans les sondages. La perception est complètement à l'opposé de ce qu'on décrit là et de ces mécanismes économiques. L'inflation prix-profit, c'est un nouveau sujet, c'est un sujet classique. Vous voyez aussi le phénomène durer, ou est-ce que c'est un phénomène qui peut se renverser rapidement dans certaines industries où la demande serait peut-être déjà en train de ralentir, voire de baisser fortement? Pierre-Olivier? Alors moi je suis d'accord aussi avec Michel, je pense, juste en rappelant aussi que l'année dernière c'est aussi le pouvoir d'achat de la masse salariale qui a monté, c'est-à-dire qu'il y a quand même les gens ont bien ressenti que les salaires n'étaient pas très bons l'année dernière, quoi. Mais par contre on a fait de l'emploi.
Donc en masse salariale, il n'y a pas eu de problème de demande l'année dernière. Voilà, donc, après, c'est sûr que là, on est plutôt dans une phase où il y a un rattrapage un peu des salaires. Voilà, on va voir jusqu'où ça va aller. Moi, je pense que c'est un peu comme ce qu'a aussi rappelé Michel sur ce qui va se passer pour l'État. Je pense que la hausse des taux, c'est un poison qui est un peu lent pour l'économie. Alors moi, j'avais parlé de la crise au début d'année, de la crise de 73-74. Oui. Je dis toujours bien schéma. Parce que le premier, quand on monte brutalement les taux, en fait, le premier secteur, c'est l'immobilier. Voilà. Après, il y a souvent des petits craquements financiers. Donc là, on a eu quelques petites banques là, qui nous ont fait des petites bêtises. Donc on s'est dit, bon, oh là là, bon, finalement, c'est pas très systémique par rapport à 2009. Et après, le troisième, ça sera les entreprises. Et puis, en toute fin, il y aura l'État. Parce que lui, comme il a une durée de vie infinie, il peut se permettre de repousser les choses dans le temps. Et je pense que du coup, il va y avoir une vraie perception négative sur les entreprises qui sont très endettées. Je pense que pour celles-là, les marges, ça va être très très compliqué. Parce que quand vous avez une modération de l'inflation, alors ce qui n'est pas le cas, c'est vrai encore en Europe, mais c'est plus le cas aux États-Unis, par exemple, le fait que l'inflation se modère, bon, quand on a 10% d'inflation, on se dit, bon, alors je monte de 12 ou 13, personne ne va. Oui, non, mais c'est ça. Oui. Mais quand on revient bien à sûr. 2-3, ça devient un peu plus compliqué. Quand on est sous pression, comme l'industrie automobile, ça a été aussi bien rappelé par Adrien, avant, juste après le Covid, il n'y avait même plus de quoi vendre des voitures. Donc tout le monde, tout le secteur automobile a retrouvé du pricing power. Ils se sont mis que sur les voitures qui avaient des plus margées, bien sûr. Et puis ceux qui voulaient faire les malins aux concessionnaires, ils se disent non mais bon quand même, vous pouvez me faire un prix. Je dis bah oui, je vais surtout vous faire attendre 6 mois. Donc bon, du coup, il y avait beaucoup de pricing power. Bon maintenant, on est revenu à une situation entre guillemets beaucoup plus normalisée là-dessus. Donc la concurrence se remet d'aplomb. Donc voilà. Donc moi je pense que oui, il y aura il faut se méfier du high yield, il faut se méfier des entreprises qui sont très très leveragées. Le levier, dans le temps, ça va. Voilà. Alors, paradoxalement, on pourrait se dire, en Europe, on a plus de temps parce qu'il y a encore beaucoup d'inflation, etc. Tant qu'il y a de l'inflation, c'est pas si mal pour les entreprises. Encore une fois, c'est-à-dire ça augmente le pricing power des entreprises. Mais bon, si aux États-Unis, qui sont un peu en avance par rapport à l'Europe, on commence à voir ces problèmes plus tôt. Très vite, les marchés, ils vont se dire, bon, ça va arriver pour l'Europe, donc ça peut être discounté plus rapidement. Il n'y a pas de découplage éternel, vous dites, avec la situation américaine. Disons que très vite, les investisseurs se disent, si ça se passe aux États-Unis, ça va se passer en Europe. Donc, même si les résultats seront encore très bons sur les marges, ils vont se dire, oui, mais c'est une question de temps, donc je commence déjà à jouer. C'est ça qui peut être compliqué. Adrien, séquence de résultats donc, qui va commencer avec, quand même, le fait du jour, des marchés actions en Europe au plus haut, ou quasiment, en tout cas. Je prends comme référence le CAC 40, pas uniquement par chauvinisme. Le marché parisien est le plus gros marché européen aujourd'hui pour les marchés actions. Non mais oui. Oui. On me faisait la remarque, on me disait oui, mais c'est le CAC 40. C'est quand même le plus gros marché boursier en Europe, devant le marché britannique, devant le marché allemand. C'est quand même un indicateur de référence. On a une composition d'entreprises qui est quand même assez intéressante d'un point de vue leadership mondial. On a une industrie du luxe qui bénéficie exactement du contexte. On verra les chiffres de l'EMH ce soir, mais c'est quand même quasiment 25%, voire 30% de l'indice, si on met L'Oréal, Hermès, LVMH, Kering. Donc oui, ça c'est évident. Les marchés actions globaux, ils ont quand même un peu moins caracolé. Ils ont quasiment fait moins 15 l'année dernière. Ils sont à plus 3, plus 4, ça en dépend des devises que vous regardez. Mais comme l'euro a beaucoup progressé, c'est vrai que l'investisseur international a un petit peu plus souffert et a clairement pas retrouvé les plus hauts. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Je trouve que on regarde un peu aussi le rebond du Nasdaq comme un indicateur avancé de... Oui, on commence à intégrer ce scénario de baisse de taux en fin d'année ou donc faillite de Fed, il faut peut-être revenir un peu sur les actifs à duration longue. Moi, je pense qu'une grande partie du rebond de la tech américaine, il y a 2 éléments assez spécifiques. Le premier, c'est le boom de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, qui a quand même beaucoup tiré le secteur des semi-conducteurs, Nvidia, Microsoft, qui sont très bien présents dans cette industrie. Et voilà, où on a tiré quand même assez vite à la hausse les cours. Et le deuxième sujet, c'est que les GAFAM, c'est quand même des entreprises qui n'ont aucun sujet de financement et qui sont assises sur pas mal d'argent. Donc dans un moment de stress de crédit où on commence à dire peut-être les sociétés endettées c'est un sujet, elles font clairement office de refuge et ça a été un moyen aussi un peu de se protéger ou d'aller chercher des choses un peu moins chères, un peu moins risquées à l'instant T. Donc voilà, je trouve pas que les marchés soient dans une euphorie particulière. D'ailleurs, le positionnement des investisseurs sur les marchés actions est quand même toujours extrêmement prudent. Les publications du premier trimestre, je prends un peu de couleur sur comment on peut se projeter sur l'année, mais je ne vois pas là encore
pour l'instant une grosse euphorie des investisseurs qui se disent voilà, ces nouveaux records sur les marchés actions européens, c'est un signal que l'économie va bien ou qu'il faut reprendre du risque. La majorité de mes clients aujourd'hui sont plutôt en train d'essayer de profiter des taux obligataires qu'ils trouvent extrêmement intéressants, qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps, plutôt que de revenir sur les marchés actions. Ouais. Et ça veut dire qu'à un moment, il faut considérer une correction importante sur les marchés actions. Est-ce qu'on peut, d'une rotation à l'autre, entretenir quand même un mouvement constructif Moi, je crois beaucoup. Il y aura un moment où on va devoir peut-être un peu faire le deuil du scénario où on rebaisse fortement les taux aux États-Unis en fin d'année. Donc ça sera quand même un moment pas facile à passer pour les marchés actions, je pense. C'est évident. Voilà, ça c'est un sujet important. Il y a un sujet géopolitique qui n'est pas neutre encore, hein, les affirmations sur la Chine et Taïwan. Je vous rappelle qu'il y a des élections début 2024 présidentielles à Taïwan, donc la Chine va évidemment mettre encore beaucoup de pression d'ici là pour que les choses tournent un peu en sa faveur. Hein. Quand on regarde ce qui s'était passé à Hong Kong, c'est d'abord par le politique que la Chine a pris progressivement son ampleur ou sa position sur ce territoire-là. Donc voilà, les enjeux géopolitiques sont toujours là. La diète, la guerre commerciale, même si elle est moins vocale, elle est toujours extrêmement présente. Oui. Dans ce jeu-là, l'Europe est quand même pas la géographie la mieux positionnée. On parlait tout à l'heure de l'autonomie stratégique. Oui, on en parlait entre nous, mais du coup, ça m'amène à vous poser quand même la question on the record. Adrien, c'est le concept porté par Emmanuel Macron. Effectivement, il dit la bataille des idées est gagnée. De ce point de vue-là, est-ce que c'est juste la bataille des idées ou est-ce que c'est déjà une réalité thématique, j'ai envie de dire, pour l'investisseur ? Oui, il y a certaines industries où certainement ça a du sens, où l'Europe a encore une force technologique et une capacité de démontrer qu'elle a besoin ou beaucoup moins besoin de fournisseurs ou de partenaires économiques asiatiques ou américains. Enfin, il y a quand même beaucoup d'industries de demain dans lesquelles on est encore extrêmement dépendant, notamment de la Chine. Il suffit de regarder juste les semi-conducteurs et les matériaux rares, qui sont des enjeux extrêmement importants pour beaucoup de technologies pertinentes dans la transition écologique, mais de manière générale dans l'innovation, pour se dire que ça va être un sujet quand même assez compliqué. Et les projets d'augmentation de capacité en Europe, c'est des projets qui sont trop peu concrets ou trop lointains pour imaginer qu'on puisse basculer, se dérisquer comme ça d'un jour à l'autre. Il faut aussi les mettre en rapport de quasiment 12 mois consécutifs de projets qui ont été arrêtés, qui ont été plutôt emmenés aux États-Unis. Hein. Quand Tesla arrête sa gigafactory de batterie à Berlin pour la faire aux États-Unis, quand d'autres industriels ont décidé plutôt d'aller aux États-Unis que d'aller en Europe. Moi, je suis frappé par le nombre d'entreprises qui sont en train de décider d'arrêter d'être cotées en Europe pour les coter aux États-Unis. C'est quand même un message fort sur les priorités industrielles, la valorisation des actifs qu'on trouve aux États-Unis, qu'on ne trouve pas en Europe. J'avais été marqué, c'était Linde en Allemagne, première capitalisation boursière du DAX, hein, donc j'allais dire le LVMH dans un autre secteur, mais le LVMH allemand, qui a dit très clairement, moi je maintiendrai une cotation sur le marché américain, mais en Allemagne. Imaginons que LVMH dise ça, je veux dire, LVMH n'a rien de français, enfin en termes de vente, c'est peanuts. On pourrait très bien dire, je reste coté aux États-Unis ou je vais me coter à Hong Kong, mais j'imagine même pas les titres de presse que ça générerait. Oui, complètement, et donc il y en a eu 2-3 autres depuis, hein. CRH, un grand construction en Irlande, qui est un gros poids de l'industrie irlandais, CNH en Italie, l'équipement agricole qui a décidé aussi de se coter uniquement aux États-Unis. Donc voilà, la stratégie industrielle européenne, c'est un sujet de compromis aussi, parce qu'il faut que l'Europe soit forte, ou qu'en tout cas que les pays cœur de l'Europe arrivent à se mettre d'accord. Et quand on regarde juste les différentes déclinaisons du Green New Deal et de la faible efficacité ou le faible déploiement de ces enveloppes qui avaient été promises pour accélérer certaines technologies, on n'a pas réussi à se mettre d'accord et pour l'instant c'est pas très efficace. Donc voilà, j'ai un peu de doute sur... je comprends qu'il y a une prise de conscience, mais par contre sur l'efficacité d'une stratégie industrielle européenne avec une vision d'indépendance ou d'autonomie, ça va être compliqué. Là. Comment ça résonne chez vous, en tant qu'économiste, ce concept d'autonomie stratégique et de manière assez pratique, comment on remplit ce concept ? Alors effectivement, c'était un concept lancé par le président Macron il y a longtemps maintenant. C'est vrai que, alors je ne sais pas si la bataille idéologique a été gagnée, mais la bataille des mots pour le moment, parce que en fait, maintenant l'Europe, les hommes politiques européens le reprennent dans leur discours, donc c'est inscrit dans les textes européens. Ouais. Et puis cette idée a été renforcée par les deux crises qu'on a vécues, la pandémie, et puis donc les problèmes d'avoir des masques et d'autres choses, et puis après la crise énergétique. Donc il y a une prise de conscience, c'est un fait, que l'Europe dépend de beaucoup de choses. Après, est-ce que c'est suivi d'effets de façon rapide ?
Comme l'Europe souffre toujours des mêmes maux, il n'y a pas de vrai capital politique centralisé. Donc tous les Européens ont des intérêts divergents. Et si vous voulez mettre en place une vraie politique, l'industrie de la défense est un bon exemple. Il y a un moment, il faut centraliser ou vraiment très bien coordonner les processus de décision. Et ça, c'est un frein général et latent pour aller en Europe. Après, l'Europe aussi pâtit aussi d'autres difficultés, des difficultés qu'elle se donne aussi. Par exemple, l'idée de toujours suivre les règles de l'OMC. Je pense que c'est une bonne chose, hein. Mais bon, les autres le font pas. Qui les suit encore? Voilà. Les autres le font pas, et en particulier toutes les règles sur le contenu local. Et donc l'Europe dit non, on les applique pas. Donc ça, si l'Europe ne les applique pas, mais alors après, qu'est-ce qui reste comme autres outils? Il y a la régulation et puis des subventions ciblées pour pouvoir développer certains secteurs privilégiés. Mais là encore, une fois qu'on a dit ça, les subventions ciblées, par exemple, on revient encore à l'idée que tous les États ont des intérêts qui ne sont pas les mêmes, vont se battre, vont probablement être en compétition. Donc il n'y a pas une efficience optimale de ce point de vue-là, forcément. Vraiment une efficacité moindre. Bon. Je sais pas, ça appelle un commentaire, une réflexion. Concept d'autonomie stratégique, c'est pas nouveau, hein, mais ça prend. Au début, c'est très défense militaire, etc., géopolitique. Mais bon, on voit bien santé, alimentaire, semi-conducteurs, ça peut englober beaucoup de secteurs aujourd'hui. Oui, non, mais après, ce qui est rigolo, c'est que, je ne sais pas si c'est rigolo d'ailleurs, parce que c'est peut-être un peu déprimant, mais à part les Allemands et quelques pays nordiques, on est quand même, ça fait des décennies qu'on sacrifie l'industrie. En France, on a bradé le nucléaire, on a fait n'importe quoi, et maintenant on se réveille, on se dit voilà, vous inquiétez pas, après plusieurs décennies de gâchis, on va tout remonter la pente en quelques années. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui y croit. Je veux dire, ça va prendre du temps, il faudra beaucoup de financement, beaucoup d'efforts. Il faut recréer des écosystèmes, ça va être hyper lourd. Donc, c'est bien de s'en rendre compte, mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de vision politique un peu plus tôt. Tout ça veut dire que c'est un temps très long, quoi. Oui. C'est pas forcément le temps des marchés aujourd'hui. Sur les marchés, comme l'a dit Adrien, il y aura sans doute des implications. De toute façon, on est aussi dans une période où c'est l'État qui est en train de dire où va le crédit. En fait, on a une prise de contrôle des gouvernements du crédit. On a les prêts garantis, ils ont expliqué aux banques où est-ce qu'il fallait aller, etc. Donc donc on a une période où l'État prend de plus en plus de place. Donc ça, c'est quand même une thématique aussi pour les marchés. Donc il faut sans doute favoriser là où l'État sera le plus gentil, alors que quand l'État n'est pas gentil, on le voit typiquement en Chine. La tech, c'est un super secteur, mais quand l'État dit non, mais... Oui, il s'est rayé d'un coup de crayon en 24 heures. Oui, bien sûr. C'est un peu plus extrême, on est oui. Mais bon, je veux dire, il y a ces tendances-là qui sont un peu des tendances de fond, à mon avis. Bon. Pour conclure justement sur la logique d'investissement, le 12 avril, oui, sur les marchés, oui. 12 avril 2023. D'habitude, on dit sell in May and go away. Moi, j'aime bien le hike in May and go away. Je pense que la dernière hausse de la. Je suis d'accord avec. Donc, Fed is done le 3 mai. Ouais, je pense qu'ils vont faire la dernière hausse, mais en fait, je pense que c'est pas très bon derrière. Parce que soit vraiment, ils ont, on a déjà trop resserré et on s'aperçoit que les banques américaines vont resserrer très fortement le crédit. Donc, je pense que dans l'été, par rapport au scénario un peu consensuel de se dire, de toute façon, en 2023, à peu près passer les choses, je pense qu'on peut un peu se faire peur. Et si on ne se fait pas peur, on se fera peur, à mon avis, de l'autre côté, puisque les effets de base sur l'inflation vont remonter à partir de juin. Donc, on va se dire, s'il n'y a toujours pas de ralentissement économique, que l'emploi tient bien aux États-Unis, on se dira, mais alors, la Fed... ça suffit pas. Voilà, il va falloir faire monter les taux. Donc, si la partie longue remonte, je pense que, par exemple, typiquement, la thématique du Nasdaq peut se refragiliser à nouveau. Et c'est quand même 80% de la hausse des marchés américains depuis quelques semaines. Donc, et alors, où est-ce qu'on est le plus à l'aise alors? Si même le marché obligataire, vous nous dites, il y a un risque que le marché obligataire ne soit pas stabilisé encore aujourd'hui? Le pire, ça reste la récession. Après, s'il n'y a pas de récession, on peut avoir un ajustement parce que les taux montent, donc il faudra sans doute faire attention aux valeurs de croissance qui ont des durations plus longues. Mais je pense que par contre, le marché, notamment le marché européen, il peut quand même monter très fortement encore. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on va revenir dans la logique, tout sauf les US.
C'est-à-dire que c'est vraiment aux US qu'on price énormément de baisse de taux. Mais ailleurs, c'est moins le cas. Donc on va se dire non, mais les valos aux US sont plus justifiés. Par contre, ailleurs, je veux y aller. Donc on va racheter. On achète le monde, quoi. L'Europe. Ah ouais. C'est une thématique qui a bien marché en début d'année. Ouais. Japon. Warren Buffett nous dit c'est Japon. Exactement. C'est l'heure du Japon, comme tous les 5 ans. Les salaires augmentent au Japon. Ah ben non, mais 40% chez Fast Retailing, Uniqlo. Ouais. C'est dingue. Oui, Il se puis passe des trucs. Et le Japan Stock Exchange est en campagne, en tournée mondiale pour dire déjà à ces entreprises, celles qui sont sous la book value, il y a 30% des boîtes sous la book value au Japon. Le Japan Stock Exchange, les name and shame aujourd'hui en disant attention, faites quelque chose là. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il faut qu'on soit attractif nous aussi. Et oui, c'est ça. De pousser les entreprises à faire des share buyback, d'avoir des incroyable, politiques de dividendes plus... Ils ne veulent pas sortir de l'histoire financière de ce point de vue-là. Non, clairement. Après, il ne faut pas oublier que le Japon, aujourd'hui, bénéficie énormément de cette volonté de relocalisation des États-Unis. Les partenaires économiques que sont la Corée et le Japon sont les grands bénéficiaires de tous les plans d'investissement qui se font aux États-Unis parce qu'on les appelle pour venir investir sur le sol américain pour créer des capacités de production. Donc, il y a des choses intéressantes sur ces marchés-là. Ouais. Quel équilibre on trouve dans un portefeuille action aujourd'hui global, Adrien, pour gérer tous ces scénarios et ces risques à la fois? Je suis d'accord sur le sujet de l'endettement. Moi, c'est le sujet principal. D'accord. Qui me Donc levier, actuel. qualité. Quoi. Voilà, d'accord. plutôt retour de la qualité. C'est un style de gestion qui n'a pas très bien performé depuis 2-3 ans parce qu'on a voulu prendre du risque, parce qu'on a valorisé des actifs plutôt cycliques ou bénéficiant de la hausse des taux. Donc on est plutôt revenu sur ces entreprises-là avec de la visibilité, de la génération de cash flow. Ça, on en trouve partout à travers la planète. Et c'est vrai qu'on est plutôt un peu plus prudent sur les États-Unis d'un point de vue conjoncturel et qu'on a plutôt redéployé aux États-Unis. Et un peu en émergent, le marché chinois fait plus grand-chose. Non. Est-ce qu'il y a un sujet géopolitique? Est-ce qu'on a il y a eu un coup d'arrêt des investisseurs internationaux? Est-ce que le message vis-à-vis de Taïwan pour un investisseur responsable en tant que tel aujourd'hui, investir en Chine, c'est pas toujours facile. Ça, c'est un sujet intéressant. Michel, pour conclure. Oui, alors nos stratégistes actions, c'est pareil, n'ont pas de vue directionnelle majeure. Après, ils pensent qu'en Europe, il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont sous-valorisées. Donc, on fait des propositions sur ces sujets. Et puis après, des grandes thématiques, et en particulier tout ce qui est lié à la transition climatique. Et aussi, on aime bien les valeurs bancaires. Et les valeurs bancaires, effectivement. C'est courageux maintenant. Oui. Courageux, ouais. Bon, sur l'Europe, je rappelle, c'était une petite info de début de semaine, KKR, on parle un peu d'argent privé. Ils lancent un fonds de 8 milliards, je crois, c'est leur plus gros vintage, plus gros millésime ever, pour les entreprises européennes qui sont trop mal valorisées aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Michel Martinez, Société Générale CIB, Pierre-Olivier Beffy, Boussard et Gavaudan, Adrien Dumas, Mandarine Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'enjeu stratégique des données ESG pour les gérants d'actifs. Et nous en parlons avec le président du directoire d'Arkea IS, à mes côtés en plateau, François Deltour. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai repris votre formule en bandeau pour marquer un peu le quart d'heure thématique. Les données ESG, c'est l'or vert des gérants d'actifs. Oui. L'idée que ce soit un enjeu stratégique, ces données ESG, c'est plus un débat aujourd'hui, François. Non, c'est plus un débat, même si on revient un petit peu, tout d'abord, avant de parler des données, juste de parler de l'ESG. Effectivement, quand on est gérant d'actifs aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on investit ou qu'on finance des entreprises ou des projets, et donc on a un rôle forcément très important à jouer dans ce qu'on appelle l'accompagnement des transitions. Donc ça, c'est primordial. Ça fait maintenant de plus en plus partie de notre métier. Et puis, plus globalement, quand on regarde la finance durable au sens large, la finance durable, c'est plus une niche de marché. Je pense que personne ne peut le nier. On a vu un essor très important des stratégies ESG depuis quelques années, et ça témoigne de leur caractère de plus en plus incontournable. Et puis pour finir, évidemment, la réglementation, on va potentiellement pas mal en parler aujourd'hui, mais la réglementation, elle est de plus en plus foisonnante sur ce sujet, et donc on a un régulateur qui nous incite gentiment à de plus en plus insister sur cet enjeu ESG. Mais ce qui est intéressant de partager, je pense, c'est justement le fait que l'ESG devient une matière de plus en plus quantitative. Ah oui. Oui, d'ailleurs, ça se mesure justement quantitativement. Le volume de données ESG qu'on traite aujourd'hui, alors, est peut-être
pas loin d'être équivalent au volume de données financières. En tout cas, c'est l'idée qu'un jour, on traitera un volume de données extra-financières, de données ESG, aussi important que le volume de données financières historiques qu'on a traité et qu'on continue de traiter, bien sûr, quand on est investisseur. Oui, c'est vrai, on n'en est pas encore là, je pense, mais effectivement, la masse de données et l'augmentation importante de ces données est vraiment phénoménale. Je vais juste peut-être prendre un exemple. Chez RKIS, par exemple, notre nombre de data points ESG est passé en 12 mois de 16 000 à 250 000, x 15 en un an. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une illustration assez incroyable du choc qu'on a pu avoir et de la dépendance, ou en tout cas de l'intérêt de plus en plus fort des fournisseurs de données ESG et de leur place de plus en plus stratégique au sein de la gestion d'actifs. Ouais. Et ça pose, je pense, des vraies questions aujourd'hui. Je vais en parler rapidement des questions que pose la dépendance vraiment à ces fournisseurs de données. Historiquement, il y avait des fournisseurs de données qui étaient utilisés plutôt pour avoir une note agrégée, une sorte de moyenne qu'on appelle le score ESG. Donc c'était des notes déjà travaillées qui étaient intégrées par des sociétés de gestion et puis utilisées presque comme telles dans des reportings ou dans des aides pour la gestion. Ça, c'est vraiment une approche qu'on n'a pas suivie chez RKIS depuis longtemps, une analyse propriétaire, mais c'est de plus en plus quelque chose qui est en train de devenir la norme parce qu'au fur et à mesure que l'ESG devient central dans les gestions, on ne peut pas s'appuyer sur une note qu'on ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on utilise des fournisseurs de données extra-financières pour nous apporter ce qu'on appelle de la donnée brute. La donnée brute, c'est une donnée du type consommation carbone, émission CO2 d'une entreprise, taux de féminisation d'un board ou d'une entreprise. Donc c'est des données dont la plupart, on pourrait les retrouver dans les rapports annuels ou sur les sites internet des entreprises. Et donc l'apport premier de ces providers de données extra-financières, c'est finalement de faire le travail un petit peu de petite main, d'aller chercher les données là où elles sont et puis de les donner en accès libre, payant bien évidemment, mais en tout cas en accès libre, avec des formats intéressants pour pouvoir ensuite les manipuler, appliquer les règles de calcul des sociétés de gestion pour ensuite pouvoir obtenir des scores ESG qui sont relatifs et en tout cas qui traduisent la conviction de la société de gestion. Petite parenthèse sur les investissements que ça implique, quand même, c'est un vrai sujet industriel, François. 250 000 points de données brutes ESG, donc de la donnée qu'il faut aller chercher, sélectionner les providers en fonction de la qualité des données qu'ils peuvent apporter pour vous en tant que gérant d'actifs, des données qu'il faut traiter, qu'il faut raffiner, qu'il faut comprendre, qu'il faut lire. Enfin, derrière tout ça, c'est quand même des investissements, j'imagine, pour une société comme RKIS ou d'autres. En termes d'investissement, c'est majeur. Juste peut-être quelques chiffres un peu sur le marché. Le marché de la donnée ESG, de la recherche ESG, il est évalué aujourd'hui à $1 milliard. Et surtout, au-delà de ce chiffre en absolu, qui est difficilement comparable à quelque chose d'autre, c'est surtout la croissance qui est importante. Les 5 dernières années, on estime à peu près que la croissance a été de 25% par an. Donc ça, c'est quand même colossal. Il y a peu de secteurs qui ont une croissance de 25% par an. Donc ça démontre à quel point cet univers des données est devenu un enjeu stratégique, ce que j'appelle l'or vert, justement, de l'investissement. Claire. Est-ce qu'aujourd'hui, partant des 250 000 points de données que vous avez sur l'ESG, François, ça vous permet de couvrir quand même tous les grands domaines de l'ESG, domaine environnement, social, de gouvernance? Est-ce qu'il y a encore ici et là des poches peut-être de faiblesse en matière de données, parce que ces données n'existent pas, parce qu'elles sont difficiles peut-être à aller chercher, parce qu'elles sont mal reportées peut-être aussi par les entreprises? Il y a plusieurs sujets intéressants dans la question que vous posez. Le sujet peut-être le premier, c'est sur un peu le périmètre des données. Sur le périmètre des données, aujourd'hui on a ce qu'on appelle coverage en termes de périmètre des données. Après il y a toute la question derrière qui est la question du contrôle. Il est très clair que la société de gestion est responsable de la qualité des données qu'elle met dans son reporting. Elle est responsable des données qu'elle utilise comme input pour aider la gestion. L'AMF le rappelle bien, donc la société de gestion a un devoir de contrôler ces données. Force est de constater aujourd'hui qu'il y a pas mal encore de sujets à propos de la qualité de ces données. Et sur la complétude en termes est-ce qu'il y a des périmètres qui sont peu couverts aujourd'hui, il y a effectivement pas mal de réflexions sur le fait que les providers, de plus en plus, en tout cas on peut le voir, il y a des grands géants, mais au fur et à mesure qu'on fait des due diligence, qu'on regarde et qu'on précise notre besoin, on voit de plus en plus que certains providers se détachent pour la qualité de leur approche sur tel ou tel set de données. Donc on a aujourd'hui un peu deux enjeux contradictoires. On a d'un
côté l'enjeu coût, vous en avez parlé. On a quelque chose qui coûte de plus en plus cher, quelque chose dont la complexité augmente. Donc on a le souhait de faire ce qu'on a pu faire sur les données financières il y a quelques années, c'est-à-dire de rationaliser. Et puis de l'autre côté, on a, pour un univers toujours en mouvement, une nécessité d'aller chercher les données plus justes, et le besoin de recourir à un nombre assez important de prestataires. Donc vraiment, besoin de rationalisation d'une part, donc en théorie, réduire le nombre de prestataires, de fournisseurs de données, et en même temps, un besoin d'être le plus pertinent sur telle ou telle thématique ou sous-thématique, et donc le besoin de faire appel à plusieurs providers indépendants. Si on regarde les prochaines étapes, si on se projette un peu là sur les prochaines étapes qui vont structurer ce marché ou ces marchés des données ESG, François, je comprends qu'on est encore dans la course, dans la quête de la donnée, et pas encore dans la phase, vous disiez, ou d'industrialisation ou d'automatisation, de systématisation du traitement de ces données. En fait, on fait un peu les deux choses en même temps. Vous avez raison, Grégoire, ça va être un des challenges importants des années à venir, c'est-à-dire qu'on a besoin de données qui sont de qualité, avec des process de plus en plus rapides, de plus en plus robustes, de plus en plus automatisés, d'autant plus que cette donnée, on la retrouve dans des reportings. Juste à titre illustratif, il y a eu l'entrée en vigueur de SFDR niveau 2 au mois de janvier dernier, énormément d'implications et notamment un renforcement de tout ce qui est quantitatif autour de l'ESG. Aujourd'hui, tous les fonds, tous les produits doivent avoir une annexe à leur prospectus et dans cette annexe doit être mentionné le pourcentage minimum, donc un chiffre sur 100, pourcentage minimum d'investissement durable. Donc gros sujet autour de l'informatique, il faut être extrêmement agile, extrêmement rapide pour mettre en œuvre des réglementations qui sont très détaillées mais pas forcément normées, donc avec une large part laissée à l'interprétation. Et quand il y a une large part laissée à l'interprétation, ce qu'on appelle tous de nos voeux, c'est pour une partie qui a au moins une certaine normalisation entre les acteurs pour qu'une comparabilité puisse s'établir. Et cette comparabilité, donc, elle va sans doute s'établir. Donc ça va vouloir dire quoi ? Ça va vouloir dire qu'il va falloir changer certaines méthodologies qui ont pu être développées, et donc les changer rapidement, pouvoir les changer dans les systèmes, et donc ça empêche une automatisation absolue. Donc on va, je pense, pendant encore quelques années, naviguer entre agilité et nécessaire automatisation. D'autant que c'est un truc qui me frappe aussi dans la séquence réglementaire en Europe, SFDR, donc la réglementation qui oblige les gérants d'actifs à qualifier effectivement chacun de leurs fonds en fonction d'un degré de durabilité, pour dire les choses simplement. C'est que la réglementation sœur pour les corporates, CSDR, n'est pas encore en application. C'est-à-dire que pour l'instant, les corporates sont encore en phase de balbutiement du reporting de leurs données extra-financières et de la standardisation de ces données-là qui vont être fournies aux gestionnaires d'actifs. Oui, là, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on a même 3 étages. Et on doit le distributeur qui doit demander à ses clients leurs préférences en termes, par exemple, de durabilité. Oui, le questionnaire, là, ça y est. Voilà, le questionnaire, c'était août dernier. Ils doivent obtenir ces informations de leurs gérants d'actifs. Les gérants d'actifs doivent faire ça à partir de janvier. Premier décalage. Deuxième décalage, c'est celui que vous mentionnez, c'est le fait que des entreprises européennes, des émetteurs de taille moyenne, vont être obligés à partir de 2025, c'est la réglementation CSRD, vont être obligés justement de reporter de manière beaucoup plus fournie qu'aujourd'hui sur tout un set de métriques qui puissent, on l'espère, être comparables. Ça devrait normalement être audité et ça devrait être mis à disposition. Pas de format qui est précis aujourd'hui, mais mis à disposition des gérants. Et ça, c'est vraiment appelé de nos voeux par toute la profession, parce que ça va enrichir considérablement le set de données qui va pouvoir être utilisé pour faire des analyses ESG. Après, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas CSRD qui va permettre aux gérants de réduire malheureusement le coût de l'ESG. Aujourd'hui, le coût de l'ESG, tout le monde le paye, in fine, c'est quand même aussi une partie le client, parce qu'on a notamment des data providers qui facturent, et c'est normal, le coût de leurs prestations. Avec CSRD, on aura sans doute plus de données, mais la donnée, elle va toujours être disséminée à droite à gauche, donc il y aura besoin des data providers pour faire ce que je disais tout à l'heure, savoir aller chercher cette donnée, la mettre en qualité et la fournir. On ne peut pas imaginer un modèle où ces données seraient accessibles gratuitement à tout à chacun ? C'est aussi quelque chose que la place française, évidemment, appelle de ses voeux, la place de la gestion d'actifs. On a parlé un petit peu de ce que l'ESA, le European Single Access Point, qui est en fait, c'est pas encore une directive ou autre, mais en tout cas, c'est un projet qui, dans le cadre de l'Union des marchés des capitaux, vise à offrir une plateforme unique, open source, pour justement avoir accès à ces données. Ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises, elles mettraient leurs données sur cette plateforme et les sociétés de gestion y auraient accès de manière gratuite et de manière normée. Donc ça, évidemment, on l'appelle de nos voeux. C'est pour l'instant quelque chose qui est encore dans les limbes et dont le contour n'est pas précisément défini. Pour conclure, François, et c'était la fin du débat, effectivement, sur la question de l'autonomie stratégique en Europe, mais qui rejoint l'idée que ce dont on parle là, ça fait partie justement des enjeux de souveraineté, peut-être pour
l'industrie financière ou l'industrie de la gestion d'actifs en Europe? Oui, on parle beaucoup aujourd'hui de réindustrialisation de la France, réindustrialisation de l'Europe. Finalement, dans ce domaine, on a aussi un enjeu de souveraineté. On a pu voir ces dernières années que beaucoup d'agences de notation extra-financière à la base européenne étaient rachetées par des géants anglo-saxons de l'analyse financière. Donc à court terme, pas vraiment de changement. Ils continuent à avoir leur capacité d'analyse en Europe de façon locale, mais à moyen terme, on peut se poser la question. Elle est normale, elle est légitime. Est-ce que finalement, cela ne va pas aboutir au fait que ces agences vont pouvoir influencer la réglementation européenne pour essayer d'impulser une norme, une façon de voir le léger, qui n'est pas forcément la façon européenne de le faire. C'est maintenant que ça se construit. Merci beaucoup François. François Deltour qui nous éclairait donc sur ces enjeux autour des données stratégiques que sont les données ESG aujourd'hui. François Deltour, président du directoire d'Arkea IS, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Merci. Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.